Bienvenue sur l'entreprise de demain, le podcast qui porte la voix des pionniers qui œuvrent à une entreprise conjuguant humain, impact et performance. Le podcast qui inspire les DRH, les dirigeants, les managers, qui leur donne envie et les clés pour agir. Je suis Delphine Zanelli, conférencière, formatrice et facilitatrice. Mon métier ? Faire de vos managers des leaders qui libèrent le potentiel de leurs équipes et stimulent la croissance de leur entreprise. Ce podcast n'est pas un mode d'emploi. Mon ambition, ici, est de poser les vrais sujets, ceux qui vous questionnent au quotidien, de les aborder avec des profils d'invités variés, d'apporter un regard nuancé et de proposer des clés d'action très concrètes. Libre à vous d'y piocher ce qui vous inspire et qui fait écho avec les problématiques que vous rencontrez dans le contexte de votre entreprise, pour faire de vos managers des leaders ou devenir le leader que vous voulez être. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour l'épisode 9 de la saison Leadership et Authenticité. Aujourd'hui, on va parler de l'outil central pour le leader, un outil central qui est le feedback. Et on va en parler avec la personne référente en France du sujet, qui est Stéphane Moriot, auteur de Feedback, le pouvoir des conversations. Stéphane est également conférencier et a une conférence signature qu'il fait depuis 7, 8, presque 10 ans, je crois, sur le sujet. Conférence à laquelle j'ai eu la chance d'assister et qui est absolument passionnante. Avant de vous en dire plus sur notre échange, je souhaite vous présenter mon partenaire pour la saison. C'est UKG. UKG est un éditeur de solutions de gestion des temps, de planification et de gestion de l'administratif RH. UKG s'emploie à simplifier et automatiser les process pour que les entreprises puissent dégager à la fois du temps et de la charge mentale pour leurs managers, pour leur permettre de développer leurs équipes, de se développer, mais aussi aux collaborateurs pour leur permettre de se développer. Et donc, pour leur permettre d'apprendre l'art du feedback, cette fameuse langue que Stéphane souhaite nous proposer, tant elle est fondamentale aujourd'hui. Fondamentale puisqu'on a une personne sur deux qui manque de reconnaissance et que c'est une des psychopathologies la plus répandue sur cette planète. Donc avec Stéphane, on va pouvoir, donc moi, on a eu un échange sur la base de son livre, que je vous conseille fortement, on va pouvoir détricoter le feedback. On va aller voir ce que c'est, ce que ce n'est pas, ce qu'on doit désapprendre, comment l'utiliser, quelles en sont ses vertus. Et puis, cerise sur le gâteau, si vous allez bien jusqu'à la fin, j'ai souhaité faire un feedback à Stéphane, et il m'en a fait un en retour. Je vous avoue que je m'y attendais pas et que j'ai un peu rougi. Et je vous laisse découvrir pourquoi. Allez, bonne écoute. Bonjour Stéphane. Bonjour Delphine. Merci d'être là avec moi aujourd'hui. Stéphane, nous allons parler aujourd'hui de feedback et de ton dernier ouvrage. Mais avant ça, je vais te laisser te présenter. Alors, je m'appelle Stéphane Moriot. J'ai consacré 20 années de ma vie au feedback. Alors, sur une première partie, à donner beaucoup de feedback, puisque j'ai monté au début des années 2000 un cabinet qui était spécialisé en assessment. Donc, j'ai donné beaucoup de feedback, j'ai beaucoup pratiqué. Et puis, dans les années 2010, j'ai commencé à enseigner sur le feedback. Et puis, récemment, j'ai sorti un livre qui est la synthèse de ces années de pratique et de réflexion et qui s'appelle Feedback, le pouvoir des conversations. Voilà. Donc, c'est de ça dont on va parler aujourd'hui. Premier point, donc ce livre est sorti il n'y a pas longtemps, il est sorti en avril, le 15 mars. Déjà le 15 mars, bon ça passe vite. Le 15 mars, donc chez Duno, je l'ai lu en détail, nous allons en parler aujourd'hui. Ce qui est important à savoir pour les personnes qui nous écoutent, c'est que ce n'est pas un manuel de management, hein. C'est un outil, c'est presque un outil sur l'art de vivre, je dirais, personnel, professionnel, mais on va y revenir. Donc voilà, c'est un outil, c'est un livre que vous pouvez lire de bout à bout ou par morceaux, mais vous apprendrez beaucoup, enfin, en tout cas beaucoup plus de choses que vous n'imaginez apprendre en prenant un ouvrage sur le feedback. Mais c'est vrai que 20 ans de recherche, ça explique aussi sans doute beaucoup de cette richesse. Donc on va commencer par d'abord dire ce que... Alors moi j'aime bien définir en disant ce que c'est, ce n'est pas. Donc on va commencer par dire ce qu'est le feedback. Donc Stéphane, qu'est-ce que c'est le feedback ? Alors le feedback, par définition, feed c'est nourrir, back en retour, donc un feedback c'est quelque chose qui nourrit en retour. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que dans la vie on s'observe, et que si sur la base de cette observation on se fait un commentaire qui est nourrissant, c'est-à-dire en réalité qui nous fait grandir, eh bien ce commentaire-là s'appelle un feedback.
Autrement dit, à partir du moment où on va regarder l'autre, on va être attentif à l'autre, et on va avoir l'intention de lui dire quelque chose qui va lui apprendre quelque chose sur la base de cette observation, ça s'appelle un feedback. Alors, la définition qu'on met dans le livre, c'est qu'un feedback, c'est un cadeau qu'on fait à l'autre pour l'aider à grandir et à réaliser son potentiel. Voilà. Alors, tu as dit deux mots importants, enfin plusieurs mots importants, mais il y en a deux que j'ai notés parce qu'ils sont dans ton livre, l'intention et l'apprentissage. Oui, alors effectivement, sur le sujet de l'intention, c'est quand on parle du fameux cadeau, en fait, bien évidemment, c'est une expression très galvaudée, tout le monde l'utilise, etc. Mais il y a derrière cette véritable intention de générosité. C'est-à-dire que je vais changer mon rapport à l'autre et peut-être au monde, et de me dire, tiens, on échange, on va se voir, on va se dire bonjour, on va se dire merci, on va se dire au revoir. Mais est-ce qu'à un moment donné, on va se dire quelque chose qui peut dépasser ces conventions-là et qui peut d'un seul coup peut-être nous dire, tiens, ce jour-là, il ou elle m'a dit quelque chose que j'ai retenu, qui a fait germer en moi une petite idée, peut-être même une petite compétence. Et ça, c'est un très très joli cadeau. Et c'est l'intention du feedback, effectivement, que d'avoir cette générosité. Après, cet aspect de nourrir l'autre en retour, cet aspect apprentissage, effectivement, c'est vraiment l'idée de se dire, je veux faire grandir les gens autour de moi, mais je veux les faire grandir librement. C'est-à-dire que je ne cherche pas à imposer mon point de vue, je ne cherche pas à imposer ma vision. C'est juste dire, voilà, on s'est rencontrés, il y a une sorte de collision, et peut-être que en verbalisant des choses sur cette collision, sur cette rencontre, eh bien peut-être qu'on peut nourrir l'autre. Quand on nourrit l'autre, on se nourrit soi. Et puis, ce qui est certain, c'est quand on le fait, on nourrit la relation. Exactement. Et par rapport à ce que tu dis, point important, j'ai vraiment moi noté ce mot d'intention parce que c'est vrai que souvent on va vite. D'ailleurs, tu le dis, tu parles de ce rapport au temps et tu dis que le feedback, il faut prendre le temps du feedback, c'est un investissement moyen long terme, parce que souvent on ne réfléchit pas à notre intention, et est-ce que parfois quand on fait un feedback, on n'a pas tendance à se débarrasser de quelque chose, ou de qu'on veut dire, et d'ailleurs à ce moment-là tu dis finalement allons plutôt sur l'ordre que sur le feedback. Exactement. Voilà, et alors il y a une autre thématique dans ce que c'est, que j'ai relevé, que tu as noté, donc optimisation de l'interaction des personnes, on vient de leur en parler avec leur environnement, mais le réservoir à estime de soi. Oui, alors ça c'est pour moi peut-être la plus mauvaise nouvelle de ce livre et les travaux qu'on a menés, parce que pour le moment avec mon équipe on a étudié 17 pays dans le monde, et la statistique qu'on a trouvée et qui est confirmée par tout un tas d'autres études, c'est qu'en moyenne, une personne sur deux déclare manquer de reconnaissance. Et si ce chiffre-là se confirme, ça signifie que le manque de reconnaissance est la psychopathologie la plus répandue au travers de la planète, parce qu'il n'existe pas de psychopatho dont la prévalence est d'une personne sur deux. C'est clairement pas la maladie la plus grave, mais ça en fait celle qui touche le plus de gens sur la planète, et donc ça devient un vrai sujet de santé publique. Alors bien évidemment, l'OMS a d'autres sujets bien plus importants à traiter, mais je suis assez convaincu qu'un jour on traitera celui-là aussi à l'échelle mondiale. Et la question devient, si les gens manquent de reconnaissance, alors là, le manque de reconnaissance, ça peut avoir des formes bénignes, mais ça peut avoir des formes ultimes. On voit des adolescents qui sont poussés au suicide, et d'autres personnes, bien évidemment. Et donc, si le feedback, c'est un petit outil accessible à tous, alors moi je parle d'une langue, feedback, qui devrait être apprise à l'école, et c'est accessible à tous, et si ça permet de remplir les réservoirs à estime de soi, peut-être qu'on devrait être beaucoup plus attentif à en mettre dans notre vie. Mais pour pouvoir, effectivement, et en termes de contribution aussi, et d'ailleurs par rapport à ça, parce que c'est aussi un outil de connaissance de soi. Tu en parles, c'est important parce qu'on parle beaucoup dans le leadership sur lequel je travaille, de l'importance de se connaître. Et c'est vrai que très souvent, moi, j'explique aux personnes que j'accompagne que, personnellement, ça me met en détresse quand on me pose la question... qu'est-ce qu'il y a au fond de toi ? Je ne sais pas, en fait. Et donc, je trouve toujours beaucoup plus facile d'aller demander aux autres. Ce qu'ils voient, ce qu'ils ressentent, ce qu'ils perçoivent, comment est-ce qu'ils... Voilà. Donc au début, je trouvais ça, je me disais, oh là, c'est parce que t'as du mal à aller fouiller au fond. Mais en fait, j'ai retrouvé dans ton livre, ça a résonné sur beaucoup de choses, je me suis dit, mais non, en fait, finalement, ça a du sens d'aller chercher du feedback, ça a du sens qu'on nous donne du feedback pour pouvoir... Et tu parles de réduire le fossé entre notre identité et notre réputation pour révéler le meilleur en nous. C'est-à-dire réduire le fossé entre ce qu'on pense être et ce que les autres disent de nous. Oui, alors, il y a une tendance actuelle et qu'on retrouve en particulier beaucoup dans certains courants de développement personnel et sur les réseaux sociaux, qui consiste à dire si vous voulez être heureux, ne vous souciez pas de ce que pensent les autres.
Et je trouve que ça, c'est probablement sur le sujet le plus mauvais conseil qu'on puisse donner aux gens, parce que ce conseil ne vaut que si vous vivez hors de société. Tu vis dans une grotte, effectivement, ne te soucie pas de ce que le monde pense de toi. Mais quand tu vis en société, et la société, ça commence avec une famille, des amis, une entreprise, etc., tu es forcément en interaction et donc forcément placé sur le regard des autres. Et on ne peut pas se soustraire à ce regard. La question devient, est-ce que ce regard, il est forcément blessant ou est-ce que ce regard peut être au contraire apprenant ? Bien évidemment, la réalité, c'est que tant qu'on n'est pas éduqué, tant qu'on est un peu des hommes et des femmes préhistoriques sur le sujet du feedback, dans nos pratiques, bien évidemment, le regard des autres, ça peut être extrêmement blessant. Et on a tous, dans notre histoire, dans notre vécu, tout un tas de commentaires, donnés parfois par nos parents, donnés parfois par des gens qui nous aimaient, parfois donnés par des beaux-parents, par des amis, par un manager, etc., par un collaborateur, par un partenaire social. Bref, tout un tas de gens qui ont pu être très blessants. Et réciproquement, il faut prendre conscience que parfois nous avons été aussi nous-mêmes extrêmement blessants. Donc, nous sommes quelque part des handicapés de la conversation à cet égard. Et donc, le sujet suivant, c'est comment est-ce qu'on essaie de progresser. Voilà. Et le travail qu'on a fait sur ce petit sujet du feedback, parce qu'il en existe plein d'autres, moi j'ai juste pris un tout petit sujet, puis par contre je l'ai beaucoup travaillé. En tout cas, ce petit sujet-là, il répond à ce besoin-là. C'est un petit sujet. C'est déjà un sujet à maîtriser, qui est important, qui est palpable, actionnable, concret. Complexe, mais qu'on peut s'approprier, sur lequel on peut progresser. Donc je trouve que voilà, on manque de... c'est intéressant d'avoir des clés comme ça qui sont aussi, je trouve, activables et en tout cas pertinentes par rapport au monde dans lequel on vit aujourd'hui, mais on y reviendra. Tu dis aussi que le feedback, c'est un facteur d'engagement et de performance, donc ça c'est important, parce que on parle beaucoup du relationnel, mais voilà, donc c'est le feedback qui se prête à des relations personnelles, mais aussi des relations professionnelles. Et en quoi c'est un facteur d'engagement, on imagine, avec la reconnaissance, et de performance ? Alors, d'abord, pourquoi on a développé cette approche-là ? Tout simplement parce que dans les entreprises, on s'est rendu compte que, au départ, le sujet du feedback est un sujet qui stagne au niveau de la RH. Et globalement, il y a un certain nombre de dirigeants qui disent « Oui, non, mais allez-y, faites-le, c'est bien, un petit sujet de communication gentil. » En fait, on a voulu leur montrer que, alors peut-être que ce n'est que ça, mais peut-être que ça n'est pas que ça. Et donc, on a commencé à travailler sur le feedback comme un outil de performance, et encore plus comme un outil de haute performance. Parce que quand on observe certains univers de haute performance, et il y en a un qui est particulièrement cher à mon cœur, qui est la musique classique et l'opéra, on se rend compte que dans ces univers-là, les gens se dopent au feedback. Ils reçoivent des feedbacks en permanence et ils changent immédiatement quand ils reçoivent un feedback. Il y a comme ça un événement qui a été très marquant dans ma carrière. J'assistais à une répétition entre une chanteuse d'opéra anglaise et puis un grand pianiste, un grand coach pianiste anglais. Donc il répétait, et il coachait cette chanteuse. L'anecdote est dans le livre d'ailleurs. Et à un moment donné, sur un air de Mozart, le coach s'arrête, le pianiste s'arrête et dit « Mais ton si bémol, change-le ». Alors, il n'y a pas besoin d'être un mélomane pour savoir qu'un si bémol, c'est un si bémol. C'est une note. Donc, si tu tapes sur si bémol sur un piano, ça fait un si bémol. Tu peux appuyer plus ou moins fort, etc. Ils reprennent 2 mesures avant et la chanteuse change immédiatement le si bémol. Et ça, j'ai trouvé ça extraordinaire parce que immédiatement, moi, en tant qu'homme d'entreprise, je me suis dit, mais t'imagines si dans une entreprise, d'abord, on est capable d'identifier les si bémols qui vont pas bien, et qu'en plus, quand on dit au service d'à côté, tiens, ton si bémol, il est pas bon, change-le, immédiatement, le service d'à côté dit, mais bien sûr, génial, merci beaucoup, je le change immédiatement. Et bien évidemment, j'ai fonctionné dans différentes entreprises dans ma carrière, j'étais DRH, j'étais président d'entreprise, etc. Et très clairement, ça n'arrive quasiment jamais dans le monde de l'entreprise. Or, une entreprise, dans un univers capitaliste, elle est là pour faire de la performance. Voilà. Et sur ça, on a créé tout un travail pour essayer de comprendre comment le feedback pouvait être effectivement un élément de performance. Ce qu'on a montré, c'est que dans le fond, si on cherchait à être simultanément exigeant et bienveillant, eh bien, le feedback est un outil qui s'impose naturellement. On peut être exigeant
sans feedback, on peut être bienveillant sans feedback, mais si on cherche à être les deux, eh bien, tu pourras réfléchir à ça. Mais si tu veux être exigeant et bienveillant, que ce soit dans le milieu du travail ou que ce soit dans le milieu personnel avec des enfants, un conjoint, etc., bien, le feedback s'impose là, parce que dans l'exigence du feedback, il y a cette idée de progrès, et dans la bienveillance du feedback, il y a cette idée de reconnaissance, d'attention à l'autre, et de ça, de se dire, on a fini par découvrir que les entreprises qui avaient une culture de feedback avaient un avantage concurrentiel. D'accord, effectivement, donc c'est quelque chose de très concret. Avant d'aller sur ce que ce n'est pas, je voulais juste dire une dernière chose, c'est que tu disais qu'un bon feedback, donc ça définit aussi le feedback, c'est quelque chose dont on va se souvenir longtemps, qui va vraiment nous faire grandir et qui va rester. Oui, alors, tous les feedbacks ne sont pas des bons feedbacks, et là, je dirais, dans tous ceux que je donne, parce que j'ai la chance d'en donner, etc., beaucoup, je sais, j'ai jamais compté, mais je pense que plein ne germeront pas, mais c'est vrai que l'intention, tu parlais tout à l'heure d'intention, la finalité, c'est de se dire, tiens, si jamais je plante quelque chose en toi qui est petit, mais dont tu vas te souvenir longtemps, c'est probablement l'un des plus beaux cadeaux que l'on peut faire aux gens. C'est-à-dire, j'ai consacré quelques minutes de ma vie et j'ai planté en toi quelque chose de durable, ou réciproquement. Bref, il y a quelque chose de très noble dans tout ça, finalement. Alors, bien évidemment, je ne cherche pas à imposer mon feedback. Par contre, je sème souvent, et qui sème souvent finira par germer et puis, bien évidemment, récolter. C'est ça l'esprit, en fait. D'accord. Maintenant, on va aller sur ce que ce n'est pas. Ouais. C'est vrai. Alors, d'abord, je te vais te laisser dire toi-même ce que tu voudrais me dire sur ce que ce n'est pas. Il y a une grande première idée qui est les compliments et les reproches ne sont pas du feedback. Beaucoup de managers que je rencontre disent je donne du feedback à mes collaborateurs et mes collaboratrices, et puis quand je vais interroger les équipes, ils disent on n'en reçoit jamais. Et au début, tu vois, je me suis dit mais il y en a un des deux qui ment, tu vois, c'est pas possible, ce gap de perception, etc. Et puis en fait, on s'est rendu compte de la chose suivante, c'est que dans la majorité des cas, les managers pensaient qu'en donnant des compliments, ils donnaient du feedback. Donc quand on dit « Ouais, bravo les résultats du mois, génial ta présentation, super ton dossier », ils pensaient nourrir l'autre. Or, il se trouve que les compliments, comme les reproches, sont des retours. Ils satisfont le fameux critère du back en retour, mais par contre, ils ne sont pas nourrissants. Si tu croises quelqu'un et que tu dis « Ouais, chouette, etc. », en plus dans notre culture française qui est un peu suspicieuse par rapport à la notion de compliment, bien évidemment, ça va pas marcher. On va dire « Bon, ok, il m'a servi son petit truc facile. » Et dans le fond, il s'en fout. Parce qu'un compliment, c'est facile. Je peux facilement dire « Waouh, à la façon américaine, awesome, amazing, vous êtes géniaux, blablabla. » Ça, c'est facile, ça demande aucune concentration. Par contre, donner un feedback, et tu l'as très bien dit tout à l'heure, il faut d'abord observer. Sur cette observation, il faut identifier quelque chose qui puisse être un sujet à feedback. Ensuite, il faut prendre le temps de le penser, ce feedback. Puis, il faut prendre le temps de le partager, aussi avoir le courage de le partager, parce que à un moment donné, peut-être que l'autre ne va pas bien le percevoir. Et puis, il va falloir aussi avoir le courage d'accepter la réaction de l'autre, qui, selon les cas, sera plus ou moins positive, etc. Bref, tout ça, c'est énormément d'énergie. Et ce feedback-là, il est beaucoup plus compliqué qu'un petit compliment. En retour, il est beaucoup plus puissant. C'est vrai. Mais et quelque chose que je remarquais, spontanément, j'avais fait ces retours à des gens qui me disent « Merci, c'était super ». Je dis « Mais en fait, quand vous me dites ça, vous m'aidez pas. Qu'est-ce qui était super ?» Exactement. Et du coup, il y a 9 chances sur 10 que ce « merci », je le retienne pas. Exactement. Et la petite astuce, c'est qu'un compliment qui explique l'action qui a été à l'origine de cette perception, de cette satisfaction, de ce plaisir, le simple fait de rajouter l'action transforme le compliment en feedback. Ouais. Si tu dis « c'était génial », c'est un compliment. Si tu dis « c'était génial parce que tu as fait ceci ou parce que tu as fait cela », tu rentres dans le domaine du feedback. Et c'est ce rajout de l'action qui devient apprenant parce que d'un seul coup, je peux comprendre « ok, c'est ce comportement-là qui entraîne telle conséquence positive et donc ce comportement-là, je peux le reproduire. » Alors, quelle est la différence parce que dans ce que ce n'est pas, pour moi, tu parles de l'évaluation. C'est vrai que les évaluations annuelles, c'est assez catastrophique parce que c'est un peu le rendez-vous qu'on attend, le coupe-gorge. On se souvient d'ailleurs pas trop de ce qu'on a fait dans l'année, donc on se souvient que des dernières choses. Et accessoirement, vu notre filtre français, plus des choses qui n'ont pas fonctionné. Pas mal d'entreprises commencent à réfléchir, à évaluer différemment. Toi, tu proposes autre chose. Tu dissocies le feedback de l'évaluation. Est-ce que tu peux nous en dire plus ? Oui. Alors ça, malheureusement, les anglo-saxons et les américains en particulier ont fait beaucoup de dégâts au feedback à cause de cette notion-là. C'est-à-dire que les anglo-saxons ont dit « le feedback existe, mais finalement,
pourquoi pas faire un truc simple, tu sais, dans l'esprit américain, il faut tout simplifier. Donc, on va mettre des notes. Et donc, d'un seul coup, le feedback devient une évaluation, une notation. Or, le problème de l'évaluation et de la notation, qu'on a subi à l'école aussi, c'est pas que les Américains, c'est qu'elle ne m'apprend rien. Tu me dis, à la suite de cette interview, je te donne une note de 10 sur 20, tu me donnes une note de 15 sur 20, ou tu me donnes une note de 2 ou de 18 sur 20, je n'apprends rien concret qui me permet de dire, tiens, la semaine prochaine, quand j'aurai une autre interview, je change ci ou je garde cela. Et c'est là toute la différence. Alors, en plus, aujourd'hui, on a tout un tas de littérature scientifique qui nous montre que les évaluations ont un effet quasiment démotivant pour tout le monde. Il y a quelques petites franges au-dessus de gens très très bons, machin, etc., qui aiment bien les notes, bien évidemment, ceux qui en ont des très bonnes. Mais pour la majorité des gens, les notations ont un effet démotivant. Et donc, ça se symbolise ensuite en entreprise avec ce fameux entretien annuel, qui est quand même une sorte d'aberration dans le fond. C'est-à-dire que cette pratique-là, elle est folle. C'est-à-dire de se dire, bon, globalement, le constat de départ, c'est que les gens se parlent pas, et donc pour qu'ils se parlent, on va les forcer à se parler. Et c'est quand même une idée assez incroyable de se dire, bon, 364 jours, tu te parles pas, et puis un jour, on va parler, mais en plus, on invente une grille d'évaluation souvent assez complexe qu'il faut remplir pour renvoyer à la DRH, sachant que ça va avoir un impact sur ton bonus, ton augmentation salariale et peut-être ton évolution. Comment veux-tu, dans ce contexte-là, avoir une discussion franche, sincère, réciproque, qui fasse grandir le manager et le collaborateur ou la collaboratrice? C'est absolument impossible. Alors, en même temps, j'ai été DRH, je sais que nous avons besoin, pour répartir des enveloppes d'augmentation, pour répartir des enveloppes de bonus, pour faire des promotions, de la mobilité interne, etc. Nous avons effectivement besoin de noter les gens. On a développé ces fameuses matrices 9-box, etc., etc., 6-box parfois. Bon, bref, on a développé tout un tas d'arsenal qui nécessitent d'évaluer. Donc, je ne suis pas contre l'évaluation, et je pense que typiquement dans l'éducation nationale, elle est aussi nécessaire. On a besoin de notes de temps en temps. Mais on a besoin de notes de temps en temps, le reste du temps, on a besoin de feedback. Et donc, la philosophie que j'essaie de diffuser, c'est de se dire, parlez-vous 364 jours, alors avec du feedback et éventuellement avec d'autres choses, mais parlez-vous 364 jours pour que le jour de l'entretien annuel, qui est un passage obligatoire, votre discussion ne dure que 30 minutes, peut-être 45 minutes, parce que vous vous êtes déjà tout dit, vous n'avez plus besoin que de remplir un formulaire qui est nécessaire pour l'organisation et la politique ressources humaines, il n'y a pas de souci par rapport à ça, mais il n'y aura pas de surprise. Si on se parle tous les jours, on n'aura pas de surprise. Et c'est vrai, je trouve que c'est un moyen de documenter, en fait, l'année pour arriver à l'évaluation. Alors moi-même, d'un point de vue très personnel, je me fais aussi des feedbacks. C'est-à-dire que j'essaye de faire un point en fin de semaine pour me dire, tiens, par rapport à telle et telle chose, de quoi je suis contente, qu'est-ce que j'ai avancé, comment, etc. Et j'essaie de le documenter parce que on parlait de réservoir estime de soi, il y a le fait aussi de documenter nos avancées. Et je trouve que dans la reconnaissance, c'est bien de l'attendre de l'autre, mais c'est bien aussi de la travailler pour soi-même. C'est-à-dire de se dire... soi-même, ok, tu as l'impression que cette semaine, tu as fait que des choses pas terribles, sauf qu'en fait, quand tu regardes finalement ça et ça, c'est pas si mal, et ça, tu peux progresser là-dessus. Mais de la même manière, je trouve que ce qui est intéressant, alors le feedback n'est pas forcément écrit ou autre, mais c'est vrai que quand on reçoit un feedback ou qu'on donne un feedback, le documenter, pour le mettre dans ce dossier d'évaluation, c'est aussi intéressant parce que voilà, il se passe tellement de choses dans une année, que pour se souvenir et se dire tiens, je avais fait tel feedback, je trouve que c'est aussi assez vertueux. Je ne sais pas si c'est quelque chose que tu recommanderais, mais... Alors, je pense qu'en réalité, j'explique ça dans le livre, ou dans mes conférences d'ailleurs, c'est qu'il existe plusieurs types de feedback. Il n'y a pas une seule catégorie de feedback. Typiquement, on va avoir un feedback oral, un feedback écrit, il y a des feedbacks formels, il y a des feedbacks informels, il y a des feedbacks sur des gros événements, des grosses réussites, et puis il y a des petits feedbacks sur des petites choses de la vie courante. Il se trouve que ces réflexions, ce travail permanent sur le feedback m'a amené à dire... Finalement, le sel de la vie, si on veut reprendre cette expression-là, sont quand même les petits feedbacks informels. Ils ont une saveur particulière. Maintenant, il y a tout un tas de situations dans lesquelles j'ai besoin de feedback plus formel. Je te donne un exemple perso et très récent et très concret. Je suis en train de travailler sur la suite de la conférence feedback avec le gilet de ma grand-mère, etc., qui est une conférence que je tourne maintenant depuis bientôt 10 ans. Et donc, dans le cadre de la sortie du livre, on sort une deuxième conférence. Donc, je passe du pull de ma grand-mère au kilt de mon grand-père.
Voilà, et donc je l'ai donné pour la première fois hier soir. Donc je suis en vraie construction de cette conférence. Donc je suis sur scène avec le kilt de mon grand-père, j'explique l'histoire du clan écossais, etc. Bon bref, il y a toute une histoire, comme j'avais raconté une histoire avec le pull de ma grand-mère. Je suis en phase de construction, je suis en phase de naissance d'une nouvelle conférence. J'ai énormément de feedback que je vais formaliser. Donc j'ai des petites fiches un peu partout où je vais avec mon équipe. Alors j'ai un rédacteur, j'ai un agent, j'ai un metteur en scène, etc. Donc il y a beaucoup de gens qui m'accompagnent sur ça et qui vont voilà. Et puis j'ai tous les gens que je rencontre. Hier soir des clients, des amis conférenciers qui gentiment me donnent leur avis. Et tout ça, je consigne ça dans un fichier. Je note tout ça et j'ai cet objectif très particulier. Ce qu'il faut retenir comme leçon derrière, c'est que si tu veux augmenter la portée des feedbacks que tu reçois, il faut que tu clarifies sur quoi tu veux recevoir du feedback. Oui. Et beaucoup de gens, en fait, sont un peu passifs sur la recherche de feedback. Et moi, très clairement, par rapport à cette nouvelle conférence, j'ai des thèmes actuels qui m'intéressent, que je sais que j'ai besoin de travailler, je vais chercher du feedback sur ça. Il y a plein d'autres sujets sur lesquels je n'ai pas envie d'avoir de feedback. Pas pour le moment. Alors, peut-être que dans 3 mois, dans 6 mois, peut-être que dans 2 ans, j'irai chercher du feedback sur ces choses-là. Mais pour le moment, je me focalise sur quelque chose. Donc la première règle, c'est de savoir sur quoi tu veux recevoir du feedback. Et la deuxième règle, c'est de t'entourer de gens qui savent te donner du feedback. Parce que tu vas progresser bien évidemment beaucoup plus vite si tu as autour de toi différents cercles. Alors moi, j'ai un cercle très rapproché de gens que je peux appeler tous les jours. Et tu vois, ce matin, j'en ai déjà eu 2 voilà, sur lesquels on échange, etc. Puis j'ai un deuxième cercle que je vais peut-être avoir une fois par semaine, une fois tous les 15 jours. Et puis après, j'ai le troisième cercle qui est les gens qui m'en donnent comme ça au fil de l'eau. Et je consigne tout ça. Et puis j'essaie de progresser centimètre par centimètre avec ça. Excellent, merci pour ce partage, c'était très, très éclairant. Et c'est une démarche que je trouve extrêmement intéressante. Tu as évoqué un point qui est dans ton livre et qui est important, c'est que voilà, le feedback c'est sur une interaction et donc on peut aussi en demander. Et qu'en fait souvent, les collaborateurs se plaignent de ne pas en avoir, mais est-ce qu'ils en donnent ? C'est important qu'ils s'en donnent, ils peuvent initier le mouvement. Et 2, en demander. Et tu expliques comment, donc on va pas y revenir, mais tout est dans le livre. Mais je pense que c'est un point important. L'autre point, tu disais, ce qui fait le sel de la vie, c'est les petits feedbacks. Alors, moi, j'ai beaucoup aussi de managers qui me disent, mais en fait, je le fais tout le temps dans les couloirs entre 2 portes. Sauf qu'en fait, un feedback, c'est quand même un moment où on se regarde, à minima, on prend peut-être un café. Enfin, on n'est pas obligé d'avoir un formalisme, mais je veux dire, je pense que parfois le manque de reconnaissance vient du fait que c'est fait tellement entre 2 portes qu'on n'était peut-être même pas branché sur l'écoute de l'autre. Voilà, il y a quand même, malgré tout pour ces mini-feedbacks, je pense, un minimum à faire pour que choisir le moment où la personne peut aussi écouter, pas en entrant dans une salle de réunion pour la prochaine, ce qui peut d'ailleurs nous déstabiliser accessoirement. Voilà, donc je pense que ça c'est des points importants. Ouais. Alors, je vais faire 2 commentaires et puis après, je te livrerai un petit secret. Les 2 premiers commentaires, c'est qu'effectivement, il y a des lieux qui se prêtent mieux au feedback que d'autres. Tu vois, donc il y a des endroits, si t'es le matin, t'es en train de courir pour attraper ton métro parce que t'es en retard pour déposer les enfants à l'école, c'est peut-être pas le moment pour partager du feedback avec l'autre, tu vois. Donc il y a des moments pour le feedback. Le deuxième point, c'est que comment on fait pour s'assurer que l'autre est réceptif au feedback. La technique toute simple, c'est tout simplement de lui demander. Tiens, Delphine, j'aurai un feedback à te faire, etc. Ça prendra pas plus de 3 minutes. Ça peut se faire maintenant, ça peut se faire la semaine prochaine. Vraiment, tu me dis, t'es disponible maintenant, je vais te le faire. Voilà. Donc, juste demander, s'assurer de la disponibilité de l'autre. Mais après, pour avoir des feedbacks qui commencent à être un peu impactants, il y a un petit secret. Et ce secret, c'est de toujours avoir l'intention dans son feedback d'apprendre à l'autre quelque chose que l'autre probablement ignore. La clé du feedback est là. Parce que tu le vois dans cette interview, si je te dis, tiens, Delphine, tu es quelqu'un de très sympathique, Delphine, tu parles très bien français, Delphine, tu as une voix très agréable, tu vas dire, d'abord, c'est un peu bizarre quand même de se parler comme ça, ce sont des banalités, tu le sais que tu sais parler français, tu sais que tu as une voix agréable, etc., etc. Bon, bref, je t'apporte rien. Maintenant, un vrai feedback, c'est de dire à Delphine, tiens, il y a quelque chose que peut-être tu ignores.
Et ça, cette intention-là, je parle d'intention parce que je ne suis pas sûr que tu l'ignores. Je ne suis pas dans ta tête, je connais pas, ça se trouve, hier, quelqu'un t'a dit exactement la même chose, peut-être que dans ta vie, tout le monde te l'a déjà dit, mais moi, je ne connais pas, et je vais avoir à un moment donné l'intention de te dire quelque chose que probablement tu ignores. Et c'est ça la clé pour donner des vrais feedbacks. Ouais, c'est une clé, c'est effectivement une clé importante. Alors, il y a beaucoup de choses qu'on va pas évoquer qui sont dans ton livre, mais il y a la structure du feedback. Donc, juste quand même un sujet qu'on n'a pas évoqué, il y a 2 types de feedback, et notamment qui ne sont pas des feedbacks sandwich. Est-ce que tu peux juste développer ce point-là rapidement ? Oui. Et après, on passera sur les dernières questions d'entretien. Il y a une erreur que beaucoup de managers pour le compte apprises en formation. Mais qu'on nous a appris, voilà. Voilà, exactement. Donc c'est bons élèves. Hein. On nous a dit, voilà, quand tu as un message un peu dur, tu utilises le feedback sandwich. Grosso modo, tu as un message un peu dégueulasse à faire passer, donc tu l'enrobes, tu commences avec un petit compliment et tu termines avec un petit encouragement. Le problème, c'est que ça marche pas. Le problème, c'est que ça marche pas parce que les gens sont pas bêtes en face de toi. Ils savent très bien que quand tu arrives avec un petit compliment, ils vont attendre le gros mais qui suit, parce que ces gens qui vont dire, écoute, non mais j'ai bien aimé ce que ta présentation d'hier, mais alors, le rapport que tu m'as fait, il est complètement nul. Donc change ci, change ça, change ça. Et là, bien évidemment, en fait, tu sens bien que le petit compliment de départ, il est totalement focus, ça fait manipulatoire. Et donc, quand tu as l'impression d'être manipulé, tu t'exécutes parce que tu es un collaborateur, une collaboratrice docile, bien élevée. Mais la réalité, c'est que dans ta tête, tu as vraiment l'impression d'être prise pour un imbécile ou une imbécile. Et c'est très, très désagréable. Alors, cette technique-là fonctionne pas. Et il faut lui substituer une autre approche du feedback qui ressemble à la première et qui pourtant est totalement différente. Cette autre approche du feedback, elle consiste à dire qu'il n'y a que 2 catégories de feedback, le feedback positif et le feedback correctif, et de comprendre que parler d'abord du positif, ça n'est pas fait pour mieux faire passer la pilule du négatif ou du correctif. Il faut bien comprendre que se dire des choses positives, c'est très très important dans l'apprentissage, pour 2 raisons. La première, on l'a déjà évoqué, c'est que quand je dis quelque chose de positif à l'autre, je remplis son réservoir à estime de soi. Et comme ils sont en moyenne une fois sur 2 pas très remplis, ça fait du bien. Mais il y a une raison encore plus importante de parler du feedback positif, c'est parce que quand je fais quelque chose de bien, je n'en ai pas conscience. Si l'autre ne verbalise pas ce que je fais bien, je ne peux pas le savoir par moi-même. En tout cas, c'est très risqué de se dire, tiens, dans cette situation-là, ce que j'ai bien fait, c'est ça. Parce que c'est peut-être ça que j'ai bien fait, mais c'est peut-être complètement autre chose. Donc, comment je fais pour savoir ce que j'ai bien fait dans le regard de l'autre ? Il faut que l'autre me donne du feedback. Et donc, le feedback positif, c'est pas juste pour être sympa, c'est pas juste pour dire, tiens, j'essaye de faire en sorte de te montrer un peu de reconnaissance. Non, un feedback positif, c'est quelque chose qui me fait prendre conscience que ça marche. Hier soir, très gentiment, certaines personnes sont venues me voir à la fin de ma conférence et m'ont donné du feedback positif et j'ai trouvé ça admirable. Parce que d'un seul coup, tu vois, ils valident des hypothèses, ils me disent, voilà, tiens, ce choix-là, il m'a vraiment parlé, etc. Je te donne un exemple concret. Une jeune femme, derrière ma conférence hier soir, vient me voir et me dit, voilà, j'ai beaucoup aimé dans votre conférence le fait que vous ne parliez pas que de l'entreprise et que vous montriez que le feedback s'applique aussi dans la sphère privée. Et elle parlait de ses enfants. Alors, je le sais, c'est quelque chose que j'ai déjà entendu, mais il se trouve que hier, je donnais cette conférence pour la première fois et que j'étais dans une entreprise avec une culture particulière, singulière, et donc j'avais fait le choix de mettre peu d'éléments sur la vie privée parce que c'est une entreprise qui n'en parle pas beaucoup, qui est très centrée sur le business, etc. Donc, par rapport à ce que je fais habituellement, j'avais plutôt réduit. Le feedback positif que j'ai reçu hier soir, en fait, me dit 2 choses. Il me dit une chose positive et il me dit une chose corrective. La chose positive qu'il me dit, c'est finalement en mettre, même dans notre entreprise, dans notre culture, ça marche. Mais ce qu'elle me dit aussi, c'est que j'aurais pu en mettre un peu plus. Et donc, j'avais peut-être mis, tu vois, 5% d'exemples dans la vie privée hier dans ma conférence. Je sais que la prochaine que je pourrais faire, alors que ce n'était qu'un feedback positif, je pourrais peut-être aller jusqu'à 10%. Donc, il y a du positif et du correctif dans un seul feedback positif. Et ça, je trouve ça merveilleux. Ouais, c'est hyper intéressant. Tout à fait. Et ça permet aussi de se débrider, parce qu'on ne sait pas toujours, comme tu dis, on n'a pas conscience. Donc, pour tout ce qui était... Enfin, voilà, il y a tout un grand chapitre sur la partie plus technique, parce que c'est, comme tu dis, l'art... Alors, j'ai plus le truc, c'est l'art... sans technique, un art n'est rien, donc voilà, mais c'est très bien expliqué, donc je laisserai les auditeurs et auditrices le découvrir. Je voulais te poser 2 dernières questions. La première, tu parles de leadership par engagement. En fait, tu dis qu'il y a 2 formes de leadership. Il y a un leadership par autoritarisme et par engagement.
Ce que j'apprécie beaucoup, c'est que tu dis que les deux se conjuguent. J'apprécie beaucoup parce que j'aime pas trop, moi, qu'on m'enferme dans des modèles et j'aime bien qu'on me laisse, je trouve que, voilà, chaque entreprise, chaque humain, on est tous tellement différents qu'il faut pouvoir doser. Par contre, tu donnes deux clés intéressantes. Donc, le leadership par autoritarisme, je pense qu'on comprend assez facilement ce que c'est. Qu'est-ce que c'est que le leadership par engagement ? Alors, le leadership par engagement, c'est l'opposé du leadership par soumission, en ce sens que le postulat du leadership par soumission, c'est la peur. Je vais faire peur à l'autre et l'autre va exécuter parce qu'il a peur, là où le leadership par engagement va fonctionner avec la confiance. Et ça change tout. À partir de là, tu vas construire d'autres choses. À partir du moment où tu poses la confiance comme chose première, eh bien, tu vas dire derrière, je vais faire du team building. Je vais communiquer, je vais accepter de ne pas tout savoir. À partir du moment où il y a la confiance, je n'ai pas besoin de montrer les attributs du pouvoir. J'ai pas besoin d'avoir un grand bureau avec des fenêtres en angle, une place de parking réservée près de l'ascenseur. Tu vois, tous ces symboles de l'autorité par soumission, j'ai plus besoin, puisque on est dans un rapport de confiance. Et tout ce que je montre, c'est que il y a bien évidemment les dérives de l'autorité qui devient de l'autoritarisme, comme tu le dis. Donc, il y a une dérive de l'autorité par soumission. Mais ce que je montre aussi aujourd'hui, c'est que on a un risque de dérive de l'autorité par engagement. Et que on ne peut pas manager, aucun manager sérieux ne peut manager une équipe uniquement par de la bienveillance, de la sympathie, de la confiance, de la gentillesse, etc. Ça, c'est un mythe qui n'existe pas dans la réalité. Il n'y a que des gens qui n'ont pas managé qui peuvent dire ça. Les gens qui sont sur le terrain, les gens qui sont confrontés à la nature humaine, savent que le mélange est beaucoup plus compliqué. Et donc, la thèse centrale que l'on défend, c'est qu'il y a deux formes d'autorité inventées par Homo sapiens. Une qui existe depuis 300 000 ans, qui s'appelle l'autorité par soumission. Elle existe depuis 300 000 ans, ça veut dire qu'elle fonctionne. Darwin nous dit ça fonctionne, ça aurait été éliminé autrement. C'est le meilleur moyen d'obtenir des résultats court terme. C'est pour ça que dans cette première phase de l'histoire de l'humanité, ça a été le modèle d'autorité privilégié. Maintenant, aujourd'hui, dans un certain nombre de pays dans le monde, on n'a plus trop de soucis court terme, on mange à notre faim, on n'est pas menacé tous les matins, etc. Je dis bien dans certains pays, parce que dans d'autres, ça n'est pas le cas. Quand on n'a plus que des besoins court terme à assouvir, et donc on a maintenant des besoins moyen long terme, on a besoin d'une autre forme d'autorité. Et cette forme d'autorité, elle s'appelle l'autorité par engagement. Il ne s'agit pas de remplacer l'une par l'autre, il s'agit de bien les équilibrer. Et je pense que dans l'éducation, par exemple, je ne sais pas si tu as suivi ce débat d'il y a quelques semaines sur Caroline Goldman, qui s'est fait attaquer de toutes parts parce qu'elle a osé dire que de temps en temps, repunir un enfant pouvait être une bonne idée. Mais toutes celles et ceux qui ont des enfants et qui savent très bien qu'à un moment donné, on est aussi matricé pour avoir certaines limites. Alors, ça ne veut pas dire cautionner des actes de barbarie ou des choses horribles, mais il y a un moment donné, on vit en société, il doit y avoir des règles, c'est le principe même d'une société, et donc ça veut dire que ça pose le point des limites. À partir du moment où il y a des limites, il y a des moments où on va avoir tendance à dépasser ces limites. Voilà, on ne peut pas imaginer une société dans laquelle il n'y aurait pas de limitation de vitesse. Ça n'existe pas. On a besoin de limitation de vitesse. Et pourtant, tout le monde sait, tout le monde comprend, tout le monde est intelligent que plus tu vas vite, plus tu risques ta vie et celle des autres. Donc ça n'est pas une question d'intelligence. Nous avons besoin de limites. C'est pour ça que je dis qu'en entreprise, nous avons besoin aussi d'une autorité par soumission. Mais par contre, il faut encadrer les dérives de l'autorité par soumission et il faut mettre beaucoup, beaucoup plus d'engagement. Et en ce sens-là, je soutiens complètement les approches qui favorisent tout ça. Mais c'est intéressant parce que j'avais interviewé Pierre-Yves Antras, qui dirige Savoie Habitat, qui en est au stade de l'entreprise spirituelle. Donc il a beaucoup travaillé sur ces sujets. Et bien chez lui, le manager est toujours responsable et décisionnaire. Donc c'est important parce qu'on évoquait, donc à un moment donné, là on est dans l'autorité par soumission. Je veux dire, je décide, mais il a devoir de s'éclairer. Ce qui pour moi va refléter l'engagement. Et ensuite, toutes les personnes que j'ai vues tester différentes formes plus ouvertes de gouvernance, on voit bien l'importance du cadre. Et moi, je fais souvent le parallèle avec mes adolescents, c'est que, en fait, comme je leur explique, il n'y a aucune liberté sans cadre, et plus vous voulez de la liberté, plus le cadre est strict. Et pour moi, l'engagement, tu vois, tu mets le feedback, mais il est même proche parfois de la soumission, puisque pour moi, l'engagement, c'est aussi l'engagement respectif de respecter le cadre. Bien sûr. Tu vois, et donc il peut y avoir un feedback sur le respect du cadre. Et donc, si je reprends l'exemple, je faisais la métaphore de l'adolescence, mais tu respectes le cadre, tu rentres à l'heure qu'on a, du coup, tu sors demain soir, c'est OK. Donc voilà, on est dans un processus de feedback, mais c'est intéressant. Et alors, la dernière chose, je voulais te faire une proposition
qui est issu d'un post que faisait hier Marie-Robert, qui est passée plusieurs fois sur ce podcast, qui parlait de l'importance de formes de règles de politesse. Elle n'en posait pas, mais dans ce monde, en fait, aujourd'hui, où qu'elle trouve... voilà, je pense qu'on trouve tous de plus en plus violents et agressifs, d'une certaine manière. En tout cas, on est vraiment sur les sujets de communication, donc je ne vais pas juger l'autre sujet, mais c'est vrai que parfois les propos sont assez vite violents. Est-ce que le feedback pourrait être la règle de politesse de notre époque, en fait, c'est-à-dire d'une époque où on est dans l'échange, dans la communication, très ouvert, avec tous ses bénéfices, hein, mais où parfois on en oublie. Moi, j'ai déjà reçu des messages téléphoniques de personnes que je connais pas professionnellement qui me disent « Salut mon pote, salut ma pote », enfin, ou je sais plus, des trucs comme ça. Et sur le moment, je me dis « Mais... » voilà. C'est une question, c'est une suggestion. Ouais, alors, écoute, ma réaction spontanée, c'est de dire tu as très gentiment mis en valeur beaucoup de choses que j'ai écrites dans le livre. En retour, je te remercie vraiment de ce cadeau-là, parce que je trouve que c'est une très jolie piste que je n'avais jamais vue comme ça. Je trouve ça très poétique et très juste d'imaginer que le feedback puisse être une règle de politesse. Je trouve ça vraiment magnifique. Je partage ce constat sur la violence que l'on voit dans tous les endroits où les autorités s'expriment. Ce que je démontre en fait dans le livre, ce que je commence à démontrer, parce que je vais écrire un prochain livre sur la révolution des autorités, mais ce que je démontre là, c'est que effectivement, on est dans une crise de l'autorité. Il y a une crise de l'autorité. Et elle se révèle partout. Il y a une crise de l'autorité religieuse, il y a une crise de l'autorité politique, il y a une crise de l'autorité parentale, il y a une crise de l'autorité éducative, scolaire, et il y a une crise de l'autorité managériale. On est dans ce truc-là. Et quand on est dans des périodes de crise, on est face à des phénomènes de violence, d'incompréhension, de peur, etc. Mais il y a aujourd'hui beaucoup de violence. Il suffit d'ouvrir la télé pour regarder des débats à l'Assemblée nationale, par exemple, et de voir un niveau de violence et de non-dialogue qui est juste sidérant. Et ce qui est frappant, c'est qu'on peut dire quand même que ces gens-là ont été élus, d'une certaine manière ont une forme d'intelligence, et de se dire, mais à aucun moment, la chose ne semble se réguler. Donc il faut réinventer autour de ça quelque chose qui remette un peu de bon sens dans tout ça. C'est une des raisons pour laquelle j'ai envoyé un exemplaire de mon livre à tous les ministres du gouvernement. Et de façon assez rigolote, la grande majorité m'ont répondu, et certains en écrivant des mots personnels. Donc j'ai été très très touché. Pour la petite histoire, j'ai fait la même chose en envoyant ça à tous les patrons du CAC 40. Pour le moment, il y en a un seul qui m'a répondu. Donc tu vois, on critique beaucoup les politiques, mais en tout cas, voilà, très très intéressant de voir les réactions. Et j'ai eu quelques ministres, ministre de la Culture par exemple, ou ministre de l'Enseignement supérieur, qui m'ont répondu en ayant montré qu'elles avaient lu le livre. Alors je ne sais pas si c'est un hasard, mais ce sont, comme de façon étrange, 2 femmes. Donc voilà, j'ai été très touché par ça, vraiment très touché. Il y a beaucoup à faire dans ces univers-là. Et en fait, ce que j'ai essayé de démontrer dans tous ces travaux, c'est que le feedback, c'est une langue étrangère pour beaucoup d'entre nous, et qu'elle doit être dans l'entreprise. Entre nous, c'est l'endroit où elle se diffuse le plus. Très clairement, oui. Il y a du feedback dans les entreprises, et qu'il y a tout un tas d'autres univers de la société, l'école, les partis politiques, les syndicats, etc., où il y aurait une grande nécessité et un grand bénéfice à mettre beaucoup plus de feedback. Merci beaucoup Stéphane. Merci Delphine. Je voulais te faire un feedback. Je t'en prie. Alors j'ai essayé de préparer juste avec la fin. Je voulais te dire, parce qu'on en a parlé ça en off, mais je voulais te dire que je suis arrivée avec le souhait, avec cette interview, de donner envie à celles et ceux qui nous écoutent d'apprendre cette langue, d'en mesurer, d'apporter, moi-même de me perfectionner, enfin de l'apprendre aussi, parce que j'ai beaucoup de choses à apprendre sur le sujet. Et puis, comme tu le dis à la fin du livre, de ne pas chercher qui est la bonne personne à qui donner du feedback, mais de devenir la bonne personne. J'ai beaucoup aimé cette phrase. Pourquoi j'avais envie de ça ? Parce que l'entreprise de demain, pour moi, c'est celle qu'on bâtira ensemble, et je sais que celles et ceux qui nous écoutent en sont des bâtisseurs. C'est des personnes qui sont particulièrement engagées, en tout cas engagées dans le fait d'avoir envie de faire bouger les choses. Et alors, le feedback, c'est que pour finir ce feedback, c'est que tu m'as appris beaucoup plus que cela aujourd'hui, et surtout, j'ai eu l'impression, en fait, que cette interview a été un énorme feedback. C'est-à-dire que je pense que c'est peut-être possible ou pas pour ceux qui nous écoutaient, mais je pense que tu portes la posture du feedback en toi, avec à la fois cette douceur,
cette exigence, parce que quand on t'a lu, on a compris que tu étais quelqu'un qui allait au bout des sujets et qui laissait pas les choses sur le chemin. Donc je voulais te remercier pour ça. Merci beaucoup Delphine. Alors je vais t'en redonner un en retour spontané. Il y a une grande qualité dans la discussion qu'on a eue là, me semble-t-il, c'est que tu combines deux compétences, deux talents qui ne se combinent pas nécessairement. D'un côté, de l'ouverture, de la curiosité, et de l'autre côté, des convictions. Les gens ont souvent soit l'un, soit l'autre. Beaucoup de curiosité, mais peut-être pas forcément toujours une attitude à apporter en retour. Et tu m'as apporté plein d'idées dans cet échange-là, que je vais continuer à réfléchir aujourd'hui et puis dans les jours qui suivent, je te le promets. Et puis en même temps, donc il y a cette ouverture et derrière il y a une réflexion personnelle, il y a des choses que tu mets en perspective. C'est un joli talent à cultiver, me semble-t-il, d'avoir cette dualité. J'en parle dans le livre. Les choses sont pas unidimensionnelles, elles sont toujours bidimensionnelles. Et c'est un grand plaisir que de pouvoir échanger avec toi sur ces approches-là. Merci beaucoup. Je rougis là. Bon allez, on vous laisse. Mais c'est sincère, c'est très frappant. Merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout. C'est sans doute que l'épisode vous a plu. Merci alors de le partager à 2 personnes autour de vous et de mettre une note et un commentaire sur Apple Podcasts ou Spotify. C'est ce qui nous fait ressortir dans les classements, permet au podcast de grandir, de profiter au plus grand monde, et puis ça m'encourage aussi. Et si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la page L'entreprise de demain de LinkedIn pour ne rien manquer de l'actualité du podcast. Et à la newsletter, devenez le leader que vous voulez être, pour ne rien manquer des contenus exclusifs que je vous propose. Et puis, si vous avez besoin d'accompagnement dans le développement de votre leadership ou de celui de vos managers, ou si vous cherchez la prochaine conférence qui inspirera vos managers, écrivez-moi, j'interviendrai avec plaisir. Je prends toujours grand soin de mes auditeurs et auditrices. J'adore travailler avec vous. Merci encore pour votre écoute et à la semaine prochaine.